Ça, c'est une date et même si elle ne paraît pas compliquée à produire et à réaliser, on va vous en parler aujourd'hui sous toutes ses coutures. Je suis très fier de ma blague qui n'est absolument pas drôle, mais ce début d'année, il faut me pardonner. On vous parle tout de suite de la complication de dates chez les rabilleurs. Et si vous voulez manger les meilleures dates, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Dans notre envie chez les rabilleurs en 2025 de vous parler davantage de complications, d'essayer aussi de se libérer un petit peu de toujours parler des produits, même si on les adore, et de parler un peu plus de technique, ce qui nous caractérise aussi beaucoup ici, on va vous parler de davantage de complications. Et si la dernière fois, et je vous remets le lien juste ici, on vous parlait de la beauté et de l'histoire du tourbillon, et aujourd'hui on va vous parler de la complication plus générale de dates. Un peu de manière historique, un peu plus de manière technique avec toutes ces itérations possibles, en partant de la date simple par fenêtre de date, par disque de date, jusqu'au calendrier perpétuel. Aujourd'hui, c'est la date et on va se faire un peu plaisir. Bon, avant de vous parler de tout ça, j'ai envie de vous parler de calendrier. Vers 450 avant Jésus-Christ, alors que les Romains utilisaient des années lunaires de 10 mois et ensuite de 12 mois, ils vont opter, aux environs de 450 avant Jésus-Christ, un calendrier de 355 jours. Ce calendrier, il n'est pas très clair vis-à-vis de l'année solaire. Donc tous les 2 ans, les Romains vont ajouter un mois d'une vingtaine de jours pour venir corriger cette erreur. Et c'est notre ami Jules César qui va apporter une réforme qu'on appelle la réforme julienne, aux environs de 45 avant Jésus-Christ, qui va venir se rapprocher du calendrier qu'on connaît aujourd'hui sous sa forme grégorienne. Ce calendrier de la réforme julienne, il comporte 12 mois. On commence au 1er janvier. L'année normale comporte 365 jours et tous les 4 ans, on introduit un jour de plus au mois de février qu'on appelle l'année bissextile. Mais malgré cette réforme julienne, on aura un tout petit décalage qui va être changé à la fin du XVIe siècle, qui est une réforme par le pape Grégoire XIII, donc on appelle ça le calendrier grégorien, où il va faire une demande à des mathématiciens et des astronomes jésuites pour justement venir corriger de la meilleure des manières le calendrier julien alors en place. Et à partir d'octobre 1582, c'est ce calendrier-là qui va être choisi dans les États pontificaux et beaucoup de pays du monde avant de s'étendre de la manière la plus large possible. Ça, c'était pour parler rapidement de l'histoire du calendrier. Je ne suis pas historien du calendrier, je connais quelques petites notions, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, si on veut rapprocher l'histoire de la date à l'histoire de l'horlogerie, c'est une toute autre histoire. Avant l'horlogerie mécanique, comme je vous le disais dans une précédente vidéo que je vous remets juste ici, on avait différents types de façons d'avoir une idée approximative de l'heure. Évidemment, les gnomons, les cadrans solaires, les horloges à sable, les horloges hydrauliques qui étaient parfois très intéressantes, notamment venant des Arabes au Xe siècle. On a cette horloge hydraulique qui avait été offerte par Haroun al-Rachid, un grand calife à Charlemagne, très important à retenir. Et donc, on avait certes de l'eau, mais qui engageait avec des roues d'un autre côté et qui permettait d'avoir des indications astronomiques intéressantes. Donc l'idée de la date, déjà, elle arrive avant l'histoire de l'horlogerie mécanique. Maintenant, si on parle à proprement parler de l'horlogerie mécanique qui va se développer en Angleterre au XIIIe et au XIVe siècle avec ces horloges monumentales qui n'indiquent pas forcément l'heure au départ, mais qui vont sonner des coups. D'ailleurs, au passage, on fera évidemment une vidéo sur la complication de la sonnerie. Vous verrez, c'est très intéressant. Bref, pour en revenir à ces horloges monumentales, elles vont rapidement donner l'indication de la date avec le calendrier alors en vigueur. Parce que dans l'idée, si vous êtes capable, certes même par un poids, d'indiquer l'heure ou de sonner les heures, vous êtes capable par un petit train de rouage supplémentaire et plutôt simple d'indiquer la date qui se fonde évidemment sur les nombres d'heures du jour. Mais en tout cas, sur ces premières horloges monumentales, la date ne va pas forcément être un réflexe. Je vais juste vous dire que ça pouvait arriver. Je n'en ai pas les détails ni les démonstrations, mais ça ne semble pas impossible. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir finalement la date qui va davantage se développer sur les horloges portatives au XVIe siècle, notamment avec le fait qu'on quitte le système de poids dans les horloges pour passer au système de ressort moteur et au système de fusée-chaîne pour que le couple et l'énergie se distribuent de façon égale tout au long de la réserve de marche de l'objet mécanique. Et donc avec ce système de fusée-chaîne, on va pouvoir avoir des horloges portatives, on va pouvoir amener des horloges plus ou moins grandes à l'intérieur des demeures, évidemment des demeures des gens les plus fortunés à l'époque, puisque personne ne peut se permettre d'avoir un horloger qui travaille pour fabriquer une pièce de qualité chez soi. Et donc on va pouvoir afficher, en plus de l'heure et des minutes, potentiellement une date et la position de différents astres dans le ciel.
Et donc rapidement, à mesure que les horloges de table, d'abord les petites horloges de table portatives, puis ensuite les montres de poche vont se développer, évidemment, l'information de la date va aussi arriver. Je pense à une pièce notamment par un très très grand horloger qui s'appelle Jean Vallier, un horloger français qui a beaucoup fait de travaux à Lyon au début du XVIIe siècle, qui va travailler comme ça cette montre ovale, qui est un de ses chefs-d'œuvre, qui va afficher en plus de l'heure l'indication du mois, l'indication de date, l'indication des saisons. C'est quand même plutôt incroyable d'être au début du XVIIe et d'avoir comme ça un calendrier qui n'est pas évidemment un calendrier perpétuel, je vais vous en parler après, mais plutôt un calendrier simple, d'avoir comme ça, même si on doit régler la montre en fonction des mois, l'indication de la date, potentiellement du jour, des saisons et du mois. Il s'agit donc d'un calendrier simple, je vous en parlerai juste après, qui ne prenait pas en compte la taille des mois. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, on va voir l'apparition dans les horloges tout d'abord du calendrier perpétuel qui prend donc en compte le jour supplémentaire au mois de février qui passe de 28 jours à 29 jours, une fois tous les 4 ans. Pour le calendrier perpétuel dans les montres de poche, il va plutôt falloir attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En particulier, j'ai en tête une pièce exceptionnelle de Thomas Mudge, le célèbre horloger qui a popularisé l'idée de l'échappement à encre. Thomas Mudge qui en 1772 délivrera une très jolie montre de poche à calendrier perpétuel avec un échappement à cylindre. Échappement à cylindre qui était à l'époque plutôt synonyme d'un travail de qualité, contrairement à cet échappement, vous savez, à folio, à verge et à roue de rencontre qui était un peu moins précis, qui avait un petit peu de recul, comme je vous en parlais dans ma vidéo sur l'horlogerie mécanique. Bon, et après, évidemment, vous connaissez un peu l'histoire horlogère maintenant, je l'espère. On verra, même sur des montres de poche, des complications de date rétrograde, notamment chez Breguet, qui est un peu le spécialiste de la chose. Et à la fin du 19e siècle, sur les montres de poche qu'on connaît tous de nos grands-parents, on avait forcément la fonction de date, on avait juste une fonction d'heure-minute et souvent une petite seconde à 6 heures. Et il va falloir attendre un peu plus tard pour voir l'apparition de la date sur les montres bracelets. Au milieu des années 10, on va voir notamment chez Movado, la présentation d'un guichet de date à 6 heures. On est après autour de 1915. Un peu plus tard, dans les années 20 et dans les années 30, on va voir chez plusieurs marques l'apparition d'un guichet de date avec un affichage par 10, notamment chez Mimo, vous savez, cette jolie société qui a appartenu à Girard Perregaux dans les années 30, qui voulait dire Manufacture internationale des montres d'or. Tout ça pour vous dire qu'à propos des montres bracelets, la date, le guichet de date va apparaître au milieu des années 10 et on va voir son apparition plus fréquente dans les années 20 et dans les années 30. Mais là, je ne vous parle que de l'affichage par guichet, mais si on va un peu plus loin à la fin des années 30, vous allez avoir par exemple un monument de l'horlogerie qui s'appelle la Horace Pointer Date. À l'époque, c'est qu'une montre de pilote, elle n'avait pas encore cette dénomination Pointer Date, mais elle avait un affichage par aiguille qui pointe comme ça en périphérie du cadran pour tous les jours du mois entre 1 et 31. Et un peu pour boucler cette idée de date au XXe siècle, de date simple, on va avoir, vous savez, en 1945, pour le 40e anniversaire de Rolex, la présentation de la Datejust. Évidemment, ce n'est pas la première montre avec affichage de la date, mais c'est la première montre automatique avec un affichage de la date, plutôt sympathique. Et vous savez, au milieu des années 50, on va voir l'apparition du Cyclope comme ça pour magnifier cette date qui se trouve à 3 heures sur la célèbre Datejust. La date est une complication très simple, on n'y pense pas souvent, mais qu'est-ce qu'une complication? Je vous rappelle que selon une définition qui existe et qui est aussi ma définition, il faut définir les complications mécaniques d'un côté et des complications horlogères. La dernière fois, je parlais du tourbillon. Pour moi, c'est une complication mécanique. Elle ne vient pas indiquer une information supplémentaire pour le porteur de la montre, mais ça reste une super complication et une complication mécanique tout de même. Mais la date est une complication horlogère pure et dure dans le sens où elle apporte l'information de la date à son utilisateur et que ce n'est pas seulement l'affichage des heures et des minutes, même si vous vous doutez qu'elle s'appuie sur cet affichage des heures pour s'afficher. Quand on parle de date et quand on parle de calendrier, d'information de la date de manière générale, il faut différencier 3 types de calendrier. Tout d'abord, un calendrier simple qui va fonctionner tout au cours de l'année en ne différenciant pas du tout les mois de 30, les mois de 31 jours et le mois de février de 28 jours. Donc tous les mois, il va falloir, avec ses petits doigts comme ça, venir allonger la date ou la raccourcir en fonction des mois. Vous savez, on compte comme ça, je ne sais même plus, c'est un truc d'enfant. J'ai complètement oublié, je pense que je n'étais pas déjà très malin à l'école. Donc aujourd'hui, il va sans dire que c'est encore plus compliqué. Vous pouvez quand même avoir un calendrier complet avec jour, mois, date au sein d'une montre. Vous allez avoir 5 fois par an à effectuer une correction manuelle. Ce n'est pas très grave, mais il faut le dire. Donc ça, c'est le calendrier simple. Maintenant, vous avez le calendrier annuel. Le calendrier annuel, il va pousser un peu plus loin la complication en se disant, bon, ok, par rapport au calendrier simple, on aimerait quand même avoir la distinction entre les mois de 30 et les mois de 31 jours. Donc le calendrier annuel, lui, il va avoir la mémoire mécanique de différencier les jours de 30 et les jours de 31 jours.
pour le mois de février, vous en doutez, qui va compter une fois tous les 4 ans, 29 jours, il va falloir faire une modification. Et c'est ce qui différencie le calendrier annuel du calendrier perpétuel. En effet, le calendrier perpétuel, il va avoir cette intelligence fantastique de pouvoir différencier une fois tous les 4 ans le fait que le mois de février comporte un jour de plus pour régler l'erreur du calendrier grégorien. C'est une complication qui est absolument fantastique et je vous en parlais récemment dans ma vidéo sur le tourbillon Breguet où je parlais de tourbillon mais aussi de calendrier perpétuel avec le fait que Breguet ait une histoire très intéressante avec le calendrier perpétuel pour la montre bracelet dans les années 20 avec vraiment une primeur de ne pas prendre un mouvement de montre de poche mais de faire un mouvement de montre bracelet spécifique, calendrier perpétuel. Malgré tout ça, le calendrier perpétuel, il doit être ajusté lors des années non bissextiles qui sont prévues dans le calendrier grégorien, à savoir notamment en 2100, en 2200 ou même en 2300. Mais détendez-vous, vous avez le temps de faire votre petit réglage d'un jour et on ne sera même plus là pour en parler. J'espère qu'il y aura d'autres youtubeurs, même si je n'aime pas me dire youtubeurs, qui vont faire l'effort en 2100 de vous parler de cette année exceptionnelle qu'on n'aura pas connue, mais qui sera une très belle année. Comme je vous le disais, j'adore la complication de calendrier perpétuel chez Breguet avec la montre numéro 2516 qui a été vendue à Jean Dollfus, manufacturée en 1929 et vendue en 1934 pour la somme de 11 000 francs, parce que c'est la première montre bracelet a priori dévoile un calibre fait spécialement pour une montre de calendrier perpétuel. Je vous rappelle aussi chez Christie's, vendu 1 920 000 francs il y a quelques mois, la montre de l'artiste Paul Irib en 1935, la montre qui porte le numéro 3218. Et si on rentre même dans les détails un peu sympathiques des références horlogères, il y a une très très belle référence Audemars Piguet qui s'appelle la référence 5516 qui apparaît en 1955, qui n'est autre que la première montre bracelet à calendrier perpétuel à afficher l'année bissextile ou leap year. Vous avez en fait à midi un affichage par aiguille qui est divisé en 4 avec les 3 années non bissextiles et l'année bissextile. Première fois, 1955 sur une montre bracelet chez Audemars Piguet avec la référence 5516. Avant de vous parler de l'affichage, j'aimerais vous parler pour la date toute simple de différents mécanismes qui existent en horlogerie et qui ont eu leur importance au cours du temps. J'entends par là 3 types de mécanismes, un mécanisme traînant, un mécanisme semi-instantané et un mécanisme instantané. Le mécanisme traînant, environ 2 heures avant minuit, va commencer à travailler la date. C'est-à-dire que vous allez avoir la date en prise, le disque de date en prise avec le pignon des heures qui va petit à petit faire coulisser la date. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un saut instantané, mais on va avoir un saut qui va se faire en 2 heures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il ne faut pas toucher la date sur ce type de montre-là entre 22 heures et minuit. Même techniquement, il faut voir un peu plus large parce que le pignon est déjà dans la course, si je puis dire. Donc pour éviter d'abîmer le système et d'abîmer les dents du système, on ne va pas toucher entre 6 heures et 3 heures du matin. Ça, c'est la date traînante. Donc elle commence à 22 heures et petit à petit, elle va passer aux alentours de minuit en plein guichet, en plein affichage de la date. Le semi-instantané, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ça va commencer un peu plus tard. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Ce qui nous intéresse davantage, c'est le saut de date instantané qui, par une roue intermédiaire et un dispositif de ressort, va permettre de faire sauter la date avec de l'énergie qui va se libérer d'un seul coup à minuit et permettre d'avoir à 11h59, on est toujours le 23, et quand les roues s'alignent pour dire qu'il est midi pile, à ce moment-là, schlac, l'énergie est lâchée et le saut de date par disque est instantané. C'est plus chic entre guillemets. Je trouve ça pas forcément grave d'avoir une date traînante, on va être très honnête, mais c'est un synonyme aussi d'innovation, de qualité, et même à ce moment-là, on le remarque aujourd'hui dans toutes les montres qu'on a, quand on veut directement régler à la couronne en première position, en tirant la couronne une fois, avant de tirer la couronne une deuxième fois pour les heures et les minutes, on va venir comme ça, directement bouger la tige, et ça va sauter 23, 24, 25 de manière instantanée. Et pour ce quantième semi-instantané, en fait, vous allez avoir du traînant au départ et à minuit, tout de suite, de l'instantané. C'est un peu un mélange entre les deux. Maintenant, à mon sens, on ne peut pas parler de date ou de calendrier, donc de date simple, c'est-à-dire juste le jour du mois ou de calendrier perpétuel, sans parler d'affichage. Classiquement, et ça c'est ce qu'on remarque sur les montres bracelets, justement du milieu des années 10, dans les années 20, dans les années 30, on affiche la date grâce à un disque et on lit à travers un guichet de date qui est positionné où on veut sur le cadran, en général à 3 heures ou à 6 heures. On peut aussi avoir un affichage par aiguille, et je vais même vous dire, l'affichage par aiguille, techniquement, c'est l'affichage le plus ancien dans l'histoire de l'horlogerie. Je vous parlais de cette montre de Jean Vallier à Lyon en 1610, où vous avez tout simplement un affichage des saisons, un affichage des mois, un affichage du jour, aiguille. Et ça, je vous en parlais avec notamment la Oris Pointerlet, qui est pour moi juste un exemple parmi d'autres, mais pour moi un des plus jolis exemples, d'avoir cette date par aiguille qui va pointer sur un cercle périphérique autour du cadran. Si on veut ajouter un petit peu de
piment dans cette date par aiguille. On va voir chez Breguet notamment, et même chez Vacheron Constantin récemment, l'affichage d'une date rétrograde. C'est-à-dire que vous allez avoir dans un arc de cercle bien défini une graduation de 1 à 31. Et une fois qu'on est le 31 et que minuit arrive, l'aiguille rétrogradement sauter en position originelle pour venir refaire son calcul de jours tout au long du mois. Il y a aussi un autre affichage de date que j'aime beaucoup qui n'est pas la date par un seul disque, mais qui est la date par 2 disques et qui a donné naissance à la grande date. La grande date, elle apparaît dans les années 30 chez LVC avec un calibre particulier qui est le calibre 75A. Et dans cette grande date des années 30, on a 2 disques, un disque pour les dizaines, 1, 2, 3, et un disque pour les unités qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc comme ça, vous allez avoir par un système un peu plus complexe, et toujours par un système de ressort, le fait d'avoir d'un côté 1 et de l'autre côté de 0 jusqu'à 9. Donc vous avez du 10 du mois jusqu'au 9 du mois. Bien évidemment, vous avez aussi le chiffre 0 qui permet d'avoir les premiers jours du mois. Cette grande date, elle va légèrement évoluer. On la verra chez d'autres marques. Juste après, je vous en parlais chez Mimo notamment, qui appartient à Gérard Perregaux. Donc vous verrez aussi cette grande date chez Gérard Perregaux. C'est une façon d'afficher la date de manière plus importante et aussi de manière plus jolie puisque la date va avoir ce saut instantané et cette danse tous les jours qu'on apprécie réellement. Aujourd'hui, si on regarde les grandes maisons qui proposent cette grande date, on l'a vu chez Gilles-Lecoultre notamment, on l'a vu chez Alain Genson, qui est vraiment une très très belle manufacture qui monte cette très grande date, et on l'a vu aussi chez Glashütte Original, qui est à mon sens la grande date que je préfère, parce que dans le cas de Alain Genson, vous avez 2 disques qui se superposent. Le disque des dizaines se superpose au disque des unités, donc vous avez un léger relief dans la lecture de la date, alors que sur la Glashütte Original et sur d'autres pièces de ce genre, vous avez en fait les 2 disques qui se font des bisous comme ça, qui sont côte à côte, qui veut dire que les 2 disques sont sur le même niveau et vous n'avez pas ce petit côté relief et vous avez toujours la belle complication de la grande date sur la pièce que je porte, la Panomatique Calendar, qui est ici un calendrier annuel, je vous rappelle, calendrier annuel qui sait les mois de 30, les mois de 31 et le mois de février, mais pas avec les années bissextiles. Voilà, c'est le petit mot que je voulais vous dire aujourd'hui sur la complication de date que j'ai évidemment non pas décliné uniquement sur la date, sur le jour, mais aussi sur le mois, sur l'année et qui permet comme ça, même avec le jour de la semaine, d'avoir un calendrier complet sous toutes ses coutures avec des difficultés de réalisation, vous l'aurez compris, qui sont aussi différentes. Mais je voulais vous en parler parce que c'est pour moi la complication à la fois la plus simple, mais qui a donné naissance à des complications beaucoup plus exigeantes comme le calendrier perpétuel. Et voilà, donc évidemment, au cours de l'année, je vous parlerai davantage de complications, mais j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode, pas le premier qui est le deuxième, si on part du principe que j'ai commencé avec le tourbillon avant qui était vraiment beaucoup plus compliqué, mais au moins, vous avez toutes les informations. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ces jolies complications. On vous aime, merci. C'est bien les complications, mais j'avoue que ça tue. En plus, c'est les grosses dates, ceux-là, à défaut des grandes dates, et honnêtement, l'ogre que je suis préfère la date sucrée. Ah, je veux dire ça. Trop cool. Ma question, ouf.